mon meilleur ami va voir cette interview, j'espère. En fait, moi, je traînais beaucoup dans mon quartier. Donc, on traînait tous les soirs sur le stade, voilà, on rigolait, on fumait, on faisait plein de trucs et tout ça. Et en fait, à cette époque-là, j'étais vraiment en mode loser. C'était vraiment une période de ma vie où c'était compliqué, pas de meuf, pas d'argent, pas de voiture. Et il y a un petit côté 8 Mile, mais je ne vivais pas dans une caravane. Et en fait, avec mon meilleur ami, on était sur le Vieux-Port. Et il me dit, ouais, on passe devant le quai du Rire. Et il me dit, ouais, Laurent, toi, t'es drôle depuis qu'on se connaît depuis la maternelle. T'es drôle, il faut absolument que tu y ailles, vas-y. Et moi, à l'époque, j'étais pas du tout en mode, j'étais pas à l'aise comme aujourd'hui et tout ça. J'étais timide jusqu'en quatrième. Et à partir de la quatrième, j'ai commencé à. Je me rappelle, j'avais fait une blague en cours, je sais pas pourquoi, je m'étais lâché. Et tout le monde avait explosé de rire. Et j'avais ressenti un truc de ouf. Ça, c'était la première fois que j'ai fait rire les gens en public. Et j'ai ressenti un truc de fou. J'ai dit putain, mais c'est trop bon. Et j'ai commencé à avoir des gens qui sont venus me parler, qui ne me parlaient pas avant. Et je me suis dit putain, mais en vrai, c'est la bombe atomique de faire rire. Il faut absolument faire rire. Il n'y a plus personne qui va t'emmerder. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Et il me dit, il faut absolument que tu y ailles, il faut absolument que tu y ailles. Et à force de me bourrer le mou, j'ai fini par y aller. J'y suis allé le jour même. Et je m'attendais à ce qu'ils me disent, ouais, dégage de là, on ne s'est pas quitté, machin. Et au final, ils m'ont dit, ben, reviens demain avec un sketch. Et je suis revenu le lendemain avec un sketch. Et voilà. Et entre-temps, la nuit, je pensais que j'allais être Gad Elmaleh. Alors ma première scène, c'était le 26 avril, c'était au Comedy Club d'Avignon, donc le Avignon Comedy Club. Je me rappellerai toute ma vie parce qu'il y a pratiquement tous mes potes, tous mes cousins qui sont venus. Dans une salle de 60, on était 25 que nous. Et donc j'ai super bien marché, mais du coup je sais pas aujourd'hui si j'ai bien marché parce qu'il y avait que mes potes ou parce que juste j'ai bien marché. Et du coup non, la première fois que je suis monté sur scène, c'est un souvenir monumental pour moi parce que ça a été un carton de ouf. C'était ce que j'ai ressenti ce jour-là, franchement, c'était énorme. Et en fait, tous les jours, quand je remonte sur scène, c'est ce truc que je recherche. Ce que j'ai ressenti la première fois. Un peu comme les drogués, tu vois. Ils se droguent la première fois, ils ressentent un truc, ils continuent parce qu'ils ont envie de ressentir ça. Dans mes souvenirs, après j'ai fait les premières scènes en colonie de vacances, quoi, avec les petits, mais cette première scène-là où j'ai eu ce truc de me dire, je vais faire ça, je vais écrire des sketchs, c'était à côté du Quai du Rire, il y avait une espèce de foyer pour les personnes âgées. Et ils buvaient du thé, tout ça, machin. Et en fait, il y avait écrit scène libre, machin. Sauf que scène libre, en fait, c'était incroyable, il fallait payer pour jouer. Donc j'avais donné mes 10 euros. Mes potes, ils étaient venus. Et on était 4 ou 5. Hein. Et en fait, j'avais même pas écrit de sketch. Je parlais de Rambo 3. C'était un truc qui faisait rire tout le monde. Parce que dans Rambo 3, il y a des répliques énormes et tout. Et Stallone, c'est énorme. Et en fait, les vieux, ils s'en foutaient complètement. Quoi. Ils s'en foutaient complètement. Et quand je jouais, ils disaient oh, c'est nul. Et tu sais, ils chuchotaient, ils disaient dégagez-le. Et le mec, en partant, il a fait bon. La semaine prochaine, c'est pas la peine de revenir. Et là, je suis allé voir ma mère. Elle m'a dit alors, je fais ouais, ça s'est super bien passé. Putain, je sens qu'il y a quelque chose, quoi. C'est génial. C'était une horreur, quoi. L'humoriste qui te dit qu'il n'a pas eu de bide, c'est que c'est lui le bide de sa vie. Tout le monde. Franchement, tu peux pas avancer, tu peux pas progresser si tu n'as pas de bide. On a tous eu des bides. Mon premier bide, ça a été. Mon premier gros bide, ça a été quand j'ai écrit mon premier sketch. Il était bien, il était super bien travaillé. Et quand j'ai écrit mon deuxième sketch, je l'ai écrit un peu plus en détente, tu vois. Je me suis dit, c'est bon, le premier il a marché. Je crois que j'étais arrivé, tu vois. Je suis arrivé, j'ai joué et putain, ça a été super compliqué. Sur 10 minutes, je crois que j'ai fait. Il y a eu 7-8 minutes où il n'y avait pas de bruit, quoi. Pas de bruit dans la. Ouais, ou alors tu sais, t'entends les. Quand ça tousse de gênance. Après, j'ai retravaillé le truc et ça allait beaucoup mieux. Donc, on peut dire réellement que mes premiers sketchs, même s'ils n'étaient pas payés, c'était au Quai du Rire en 2005. Donc ça fait à peu près 15 ans. Ouais. Bah, au départ, quand tu commences, tu démarches. Même encore aujourd'hui, on démarche, mais beaucoup plus au début. Oh là là, on est dans la nature et plein de guêpes. Ouais, il faut appeler les théâtres pour leur demander s'ils font des scènes ouvertes. Il faut s'inscrire dans des scènes ouvertes. Il faut attendre qu'on te prenne. C'est assez particulier. Il y a même des scènes ouvertes où tu vas au théâtre, tu te présentes et tu n'es pas sûr de jouer. C'est au tirage au sort. Ça m'avait fait ça une fois à Paris, au Field. Je suis arrivé, j'ai levé la main pour jouer et ils m'ont dit non. J'étais monté sur Paris pratiquement pour rien, j'étais dégoûté. Ben, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc il n'y avait pas moyen de faire une vidéo et de se faire connaître en 5 minutes. Donc ça prenait des années ou ça prenait pas du tout. Donc il fallait bosser. Donc j'ai été à la fac pour faire plaisir à mes parents. En fait, bon, je m'en foutais, quoi. En fait, j'étais dans une fac d'anglais. Je parlais déjà anglais. C'était plus pour le délire et tout ça. J'ai toujours rêvé de faire ce métier, monter sur scène. J'hésitais entre faire la musique ou faire rire parce que j'ai toujours aimé les deux choses parce que moi je suis musicien à la base. Et moi j'ai grandi dans une famille de commerçants, tu vois. Donc j'ai fait les marchés pendant très très longtemps. Pratiquement toute ma vie j'ai fait les marchés, j'ai grandi sur les marchés.
Au milieu, j'ai arrêté, j'ai vendu un petit peu de pub. Et là, mon dernier métier, ça a été de faire de la paella sur les marchés. J'en parle beaucoup dans mon premier spectacle. On passait du temps à faire du rap en haut et j'ai cherché des petits boulots parce qu'il fallait bien vivre. Hein, tu ne vis pas de ça. Et donc j'ai fait plein de trucs. J'ai travaillé à la poste, j'ai livré des journaux pour la Provence à 5 h du matin. J'ai fait des inventaires d'habits dans des magasins, Gémeaux, trieur de tringles à Gémeaux, des trucs comme ça. J'ai travaillé chez Castorama. J'ai fait aussi livreur de prospectus de pizza. C'était 15 € les 1000, c'était un enfer. Donc voilà, j'ai fait des tas de boulots vraiment, mais c'était immonde. Et c'est ce qui m'a poussé encore plus à devenir humoriste. Et surtout, ça m'a donné de la patte pour mes personnages parce que j'ai vu la vraie vie en direct, quoi. Donc voilà, c'est au départ, il faut aller, il faut démarcher, il faut ouvrir des portes, c'est tout. Comme tout, je pense, hein, c'est n'importe quel métier. Hein. Faut savoir se vendre, il faut se battre. J'ai plein de copains qui vont en vacances en Espagne. Et à chaque fois qu'ils reviennent, ils sont là, ils font les macs, ils font les beaux, ils sont là, ouais. Je suis allé en Espagne. J'ai ramené 50 cartouches de cigarettes. J'ai ramené le Covid. J'ai ramené 300 bouteilles d'alcool. C'est faux, les gars, c'est faux. Quand on va en Espagne, on y va tous pour la même chose. On y va tous pour la grande bouteille de Sanex de 2 litres. Pour ma part, moi, je me suis beaucoup inspiré de mon quotidien, de ma famille, parce que j'ai grandi dans une famille quand même où c'était vraiment la bonne humeur et c'était à chaque fois on s'amusait, on rigolait trop. Moi, j'ai des parents qui sont très drôles. J'ai la chance d'avoir des parents très très drôles. Malgré eux, ils ne savent pas qu'ils sont drôles. C'est ça qui est encore plus drôle. Donc du coup, je me suis beaucoup inspiré de ça. Je pense comme beaucoup d'humoristes. Hein. Je suis parti d'un constat qui date depuis l'adolescence, c'est-à-dire que déjà mes parents voulaient que je travaille. Moi, je m'étais rendu compte que mes parents, en fait, ils avaient travaillé toute leur vie et je les en remercierai jamais assez parce que grâce à eux, on a eu tout ce qu'on voulait pendant un certain temps. Moi, j'aime bien raconter des choses qui me font rire. Voilà, et donc c'est ça que j'adore raconter des trucs qui me font rire. Des fois, ça fait rire que moi, mais, mais ça me fait rire de le raconter. Mais en fait, voilà, tu te retrouves à un certain âge, tu as des retraites minuscules, tu as travaillé toute ta vie, mais finalement, tu n'as pas d'argent, tu croules sous les crédits. La plupart des gens, ils font 12 000 ans d'études et ils se retrouvent équipiers chez Burger King. Voilà, tu passes ta vie à payer. Au final, à la fin de ta vie, tu es malade et tu payes ta maladie, et après, tu payes ton cercueil. Donc en fait, c'est très sarcastique ce que je dis. Et puis, mais c'est vrai que ça a fait naître ces influences-là, ces côtés je comprends pas. Et ça fonctionne avec tout. Ça fonctionnait avec j'ai 15 ans, j'ai pas de meuf, j'ai des boutons plein la gueule, je comprends rien aux meufs, je comprends pas, tu vois. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui, par exemple, pourquoi, je sais pas moi, une meuf qui est de la télé-réalité et qui a jamais rien fait de sa vie à part passer à la télé et montrer son cul, elle gagne plus qu'un médecin, par exemple, tu vois. Donc en fait, ce truc-là, il est déclinable à l'infini. Mais le fait est que ça me fait plaisir que tu parles de la vraie vie parce que c'est ma source inépuisable. Et même si demain je cartonne 10 fois plus qu'aujourd'hui et 100 fois plus, ça sera toujours mon terreau de base. Et c'est là où j'ai grandi, c'est là d'où je viens. Mais j'y suis toujours. C'est-à-dire que si tu veux, tout le reste pour moi c'est de la représentation, quoi. Le plus gros barrage, c'est de se faire connaître du grand public. D'ailleurs, j'y travaille encore énormément aujourd'hui. Aujourd'hui, on me connaît un petit peu grâce à l'émission Netflix. Et parce que ça fait maintenant 6 ans que je joue, que j'écume tous les plateaux sur Paris, un petit peu partout en France. Mais le plus difficile, c'est de savoir si ta salle va être remplie. C'est tellement dur. Tu as des mecs qui sont super connus, qui ont du mal encore avec ça. Mais c'est trop dur de remplir les salles. C'est-à-dire que quand tu vas jouer, tu te dis ce soir je vais jouer. Putain, est-ce qu'il va y avoir du monde dans la salle? Pour moi, c'est le truc le plus difficile. Et donc du coup, il faut essayer de faire un maximum de trucs pour avoir de la visibilité. La difficulté, elle est très simple. C'est la dichotomie qui existe entre ce que tu as envie de faire et la réalité de ta vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, la vie de tous les jours, c'est j'ai pas d'argent, comment je vais faire pour en avoir? J'habite seul avec ma mère, mes parents sont divorcés, ma mère non plus n'a pas forcément beaucoup d'argent, elle fait tout pour qu'on s'en sorte, mais tu te lèves, c'est ça. Donc après, j'ai envie de faire du spectacle, mais dans la vraie vie, elle n'en a rien à foutre que tu as envie de faire du spectacle. Donc en fait, ça a été ça la plus grosse difficulté. C'était arriver à se dire, même si j'ai le feu aux fesses, parce que c'était le cas, c'est du concret et ça va finir par payer, mais par contre, tu sais que tu vas manger ton pain noir pendant longtemps. Voilà, c'était vraiment. Il y a eu des fois où c'était très dur parce que tu vas aller jouer, mettons, des fois je venais jouer avec Sissi, et des fois tu joues, tu fais ta première partie, on te met dehors, tu n'es pas payé, tu rentres chez toi, tu ne manges pas, donc voilà, c'était vraiment la difficulté. C'était arriver à ancrer ce rêve dans le réel et faire que tu finisses par faire des interviews ici dans une villa 5 étoiles.
L'autodérision, ça a été depuis très longtemps parce que moi j'ai beaucoup de potes. Ils sont à fond dans le sport et j'ai un pote, il a été vice-champion du monde de bodybuilding, tu vois. C'est un ami, donc quand on était à la plage tous les deux, c'était très drôle. Pour moi, tu peux pas faire des blagues sur les victimes de quelque chose. Après, c'est mon avis personnel. Ensuite, il y a autre chose, c'est que en fait, quand je vais tacler quelqu'un gentiment, c'est toujours quelqu'un qui va de base avoir des prétentions énormes. Par exemple, si je vais tacler un rappeur qui à longueur de chanson dit qu'il se tape toutes les meufs, qu'il est plein d'argent, que toi t'as pas de sous, qu'il est trop fort, qu'il va t'exploser la tronche, ben forcément je me fous de sa gueule parce que j'ai envie de dire le remettre un petit peu à sa place. Et donc ça a toujours été ça qui me... C'est vraiment grâce à mes potes que j'ai voulu me moquer de moi-même. Parce qu'en fait, moi j'ai aucun problème avec je sais que j'ai toujours été un peu avec du ventre et tout. Et ça m'a toujours fait rire de me comparer avec des mecs super musclés, tu vois. Parce que moi j'ai fait beaucoup de boxe et j'ai toujours eu ce corps-là, même quand je boxais. Et donc ça me faisait rire d'être à côté des mecs super musclés et moi j'étais avec mon bide et je boxais avec eux. C'est depuis toujours, j'ai toujours aimé pas me moquer de moi-même, mais comme j'étais très très timide et un peu complexé quand j'étais plus jeune, je me suis dit si je fais des blagues sur moi, mais personne qui va en faire. Il y a même, je crois, à l'époque, quelqu'un de l'UMP, parce qu'à l'époque j'avais un peu taclé Sarkozy, qui avait appelé mon agent pour lui dire maintenant, oui c'est ça, c'est UMP, maintenant on arrête les conneries, vous arrêtez de dire que c'est un voleur, etc. Je dis oui, mais moi, il a volé, donc par exemple si je mange, je suis un mangeur, donc du coup voilà. Pour rentrer chez l'habitant, il y avait un cimetière en plus. Je marchais comme ça. Et là, dans ta tête, tu entends Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You happy the one? Et pourtant, je me suis accroché et j'ai réussi à passer une excellente soirée avec vous ce soir. Merci, Marseille. Moi perso, à chaque fois que je remonte sur scène, j'ai toujours une appréhension de malade. Pendant 2 jours avant de jouer mon spectacle, je suis malade, je suis pas bien, tellement je stresse. Alors que dans ma tête, je stresse pas, mais c'est mon corps qui me le fait comprendre. Et je me dis à chaque fois, putain, est-ce que ça va marcher? Alors que les fois d'avant, ça a marché. Mais on a toujours peur. Je sais pas pourquoi. C'est exactement ça, c'est une remise en question à chaque fois. L'adrénaline, elle m'a quitté le jour où j'ai joué dans des bars avec des mecs bourrés, le jour où j'ai joué devant des gens dans leur maison, dans leur salon et qu'ils en avaient rien à foutre et qu'ils nous ont même dit fermez-la, ils nous ont fait des doigts et tout, machin, etc. Où j'ai joué dans des fêtes de village où il n'y avait que des mecs torchés. En fait, là, tu as l'adrénaline au début. Maintenant, l'adrénaline, honnêtement, sans aucune prétention, quand tu joues devant 4000 personnes, tu es content d'être là en fait. Tu vois, il n'y a plus ce truc où tu te dis, alors bien sûr, tu donnes le meilleur de toi-même, tu es à fond, tu fais ton travail au maximum de ce que tu peux faire, mais la peur, elle n'est pas présente en fait. Elle est plus présente. Voilà. Elle était présente quand je me disais, tiens, je dois payer tel truc ou tel truc et j'ai pas de sous. Là oui, là j'avais vraiment peur, tu vois. Mes parents, ils ont été un peu surpris au départ parce que je suis quelqu'un d'extrêmement timide à la base. Et c'était plus mon frère qui était le rigolo, mais en public. Moi, il fallait vraiment me connaître pour savoir que j'étais quelqu'un d'assez de drôle. Et mes parents, ils ont été un peu surpris quand je suis monté sur scène. Ils ont halluciné. Et quand ils m'ont vu pour la première fois, ils étaient surpris, mais très très agréablement surpris. Donc ça m'a fait énormément plaisir. À partir du moment où tu commences à gagner de l'argent et à remplir ton frigo et que ça fonctionne bien, là, il n'y a pas de souci. Tu te dis, en fait, je peux allier le fait de vivre de ce qui me fait plaisir, d'être artiste, et à la fois d'être normal, d'avoir une vie normale, et de ne pas être, voilà, te dire je vais manger la moitié d'une baguette de pain, comme ça m'arrivait à l'époque, à ce moment-là, où j'avais joué au Hockey du Rire. Le téton gate, le World Trade Nichon, j'aimerais comprendre. Je sais pas. La meuf, elle a dit au jardin, oui, mon fils, il avait un bout de tété, il est traumatisé. Mais il est pas traumatisé. À 7 ans, tu vois un bout de tété. Il était comme ça, il bavait. Il a vu un biberon, ça lui a rappelé le ventre à sa mère. Ça lui a rappelé le biberon de 14 heures. Qu'est-ce que traumatisé? Je comprends pas. Hey yo bro, wanna see Alien Games? Hey yo bro, LC Henry Gates. Woo! Faire des vidéos à la maison et monter sur scène, c'est le jour et la nuit. C'est 2 trucs complètement différents. Donc si vous avez envie d'essayer de la scène, ne faites pas forcément ce que vous faites devant les vidéos que vous faites à la maison. Ça ne va pas marcher forcément. Et surtout, il ne faut pas arrêter de jouer. Il faut tout le temps essayer. Tout le temps essayer. Et il faut être le plus naturel possible sur scène.
C'est le seul conseil que je peux essayer de donner parce que c'est ce que je fais. Trouvez votre propre patte parce qu'on est dans un monde de clones. On est dans un monde où en fait les gens veulent, les productions, que ce soit en musique ou autre, veulent faire ce qui marche. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas que tu fasses les mêmes choses qui ont déjà été entendues parce que tous les sujets ont déjà été abordés, mais fais-le à ta manière. Je ne veux plus, moi, arriver en tant que public et entendre des trucs que j'ai entendus 400 fois. Voilà, fais-le à ta manière. Il ne faut pas se bloquer à un seul registre. Il faut avoir son univers, mais il faut être ouvert et à l'écoute de tout ce qui se passe, je pense. Il faut être curieux, ouais. Il faut être très très curieux parce que c'est en posant des questions que tu peux avoir des fois des réponses rigolotes. Donc c'est ça vraiment qui est très important. Apprenez vraiment ce que c'est une vanne et apprenez à avoir plusieurs cordes à votre arc. C'est-à-dire vous ne dites pas je fais du stand-up, je m'assois, je prends un micro, ça y est, je parle et c'est bon, je suis drôle. Essayez de jouer, essayez de faire de la musique. Si vous savez faire de la musique, faites tout ce que vous savez faire. Danser le hip-hop, je ne sais pas. Voilà. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, vous allez en baver pendant 10 ans. Peut-être pas parce qu'il y a les réseaux sociaux, que 5 ans, mais vous allez en baver quand même. Voilà, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé, je me suis fixé des très 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 grosses ambitions. Parce que je me suis dit, c'est tellement difficile à faire qu'au moins, j'arrêterai jamais. Le premier truc, c'est de faire l'Olympia. J'aimerais vraiment faire l'Olympia. Mais c'est pas ça le plus gros. Le plus gros que j'aimerais faire, c'est de faire la grosse salle aux États-Unis que Kevin Hart a fait. C'est le Magic Square Garden. Le jour où je fais ça, c'est bon. Si je fais cette salle-là remplie à bloc, alors là, je pourrais dire, c'est bon les gars, j'ai réussi, c'est fini. Voilà, tant que j'ai pas fait ça, j'aurais jamais réussi, je crois. Après, je te parle de rêve de gosse. Demain, tu me dis, je monte sur scène avec Sting ou Stallone ou mes idoles. C'est sûr que là, pour moi, c'est un truc de dingue. Voilà, j'ai eu l'occasion de manger avec Coq Robin, par exemple. C'était incroyable. Maintenant, je dirais que je ne cherche pas la célébrité ou l'argent à tout prix. Ce n'est pas ça le nerf de la guerre. C'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment arriver à me dire, voilà, je crée des choses. Ça plaît aux gens sur le long terme. Les gens se souviennent de ce que j'ai fait, ça leur apporte du bonheur, ça leur apporte des sourires, ça les fait aussi réfléchir parfois. Et j'aimerais bien arriver à faire ça sur le long terme et que ça crée une forme d'univers étendu, quoi, un peu comme Marvel, mais voilà, quoi, avec mes spectacles, avec mes vidéos et tout ça. Et toujours, en fait, laisser libre cours à… C'est ça, en fait, mon rêve. C'est comme quand j'étais gamin. Arriver à faire des clips, arriver à faire de la musique, arriver à faire des vidéos, arriver à faire des dessins animés, arriver à créer des choses tout le temps. Et si le public, ça lui plaît, ben là, c'est royal. Voilà. Il n'y a pas longtemps, ouais, je l'ai dit à un pote, ça n'a rien à voir avec l'humour, mais c'est un truc que j'aime bien parce que c'est celui qui donne ne doit jamais oublier, celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais oublier. J'adore cette citation parce que je me dis qu'on a toujours besoin d'aide au départ. Et il ne faut pas oublier quand les gens ils t'aident, tu vois. Et donc après, il faut tout le temps aider et il faut le faire sans réfléchir. C'est pour ça que j'aime bien cette citation. Là, il y a écrit Gonna Fly Now, tu vois, c'est la chanson titre de Rocky 1. Donc du coup, je vais te citer Rocky. En fait, c'est simple, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'il faut toujours foncer. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu auras mis un coup de tête dans le mur et peut-être tu te seras fait mal au front, mais la prochaine fois, tu casseras le mur. Je ne peux pas vivre sans humour, c'est pas possible, tu vois. Et on ne peut pas vivre sans humour. C'est impossible. On peut tout faire passer avec l'humour. Donc pour moi, l'humour, c'est quelque chose d'irremplaçable. C'est vital, voilà. C'est le mot que je cherchais. Je reste toujours dans l'humilité, mais quand je pense que j'ai démarré sur un stade à faire l'idiot avec mes potes, je me dis que quand même, il y a des choses que j'aurais jamais cru possible, quoi. Voilà, donc, mais j'aimerais que ça continue de manière exponentielle.